Bonne nouvelle pour la bande de diaspora éparpillée à travers le monde. Le quotidien bon est comme facile. Et ça le sous-souté au Katakayu, au Kénéroté, les managers pour la bande de Kombongo. Dans là, il y a application sans douleur au Ezali très facile. Au côté télécharger à partir à téléphone, na yo continue la bande de Ko au Baza na Kinshasa, République du Congo, au Baza na Congo Brazzaville, République du Congo. Facilement bakoki ko récupérer mbongo na nzela ya M-Pesa to Orange Money na bango et yo esika ozali bonne nouvelle Miami Balé ezali que ceux qui ont téléchargé application Sandwave et kotindi na code promo Buzz TV on reçoit $10 le la bénéfice donc il y a pas mieux télécharger Mokona Lelo Makamba Hotel les managers Cécile il y a pas mieux que ça Tindambongo la facilité dès aujourd'hui télécharger Sandwave na nzela ya téléphone na yo plus facile, il n'y a pas mieux. Merci beaucoup d'être avec nous, mesdames et messieurs, dans ce numéro d'Entre les lignes. L'émission d'aujourd'hui sera beaucoup plus informative et pédagogique. Informative parce qu'on va savoir les raisons fondamentales qui ont conduit à un immeuble R+, on va ajouter, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui ont circulé, R+5, R+6, R+7. On saura finalement c'était quelle était la hauteur de l'immeuble. On va vous informer sur les détails de cet immeuble, comment on en est arrivé jusque-là, et qu'est-ce qu'il y a, quelles étaient les raisons de l'affaissement de l'immeuble. Pédagogique, pourquoi? Parce qu'on va enseigner aux gens, à toutes les personnes qui ont l'ambition de construire, quelles sont les conditions, parce qu'on reçoit un professionnel. Voilà, l'émission a aussi cette vocation-là. Et on reçoit un professionnel qui va nous donner donc beaucoup de détails à ce sujet. C'est une personne que vous connaissez, que vous avez découvert sur notre casquette. Monsieur Fiyou Ndondoboni, il est politiquement parlant, pour le présenter juste pour politiquement parlant, il est président du Parti Orange. Mais ici, il intervient comme président de l'Ordre des architectes du Congo. Exact. La plus grande structure qui gère les architectes dans notre pays. Merci beaucoup de nous faire cet honneur, Monsieur Fiyou Ndondoboni. Grand merci également pour l'invitation, parce qu'il est toujours important que la population comprenne et sache que le mécanisme, la procédure, que faire, comment tomber entre les bonnes personnes pour exécuter un projet, même s'il est économique, mais que ça se fasse dans les meilleures conditions et que ça respecte les normes, de manière à ce que l'environnement immédiat ou assez élargi de la personne soit agréable. En tout cas, merci beaucoup. Nous sommes là pour ça. Merci beaucoup parce qu'on vous attendait. Beaucoup d'infos ont circulé sur l'affaissement de cet immeuble. Comme à Kinshasa, c'est un peu une habitude. D'abord sur la hauteur de l'immeuble. C'est R plus combien? Bon, en fait, d'une manière, aujourd'hui, on parle des rez-de-chaussée plus 7. Aujourd'hui, rez-de-chaussée plus 7. Oui. L'Ordre national des architectes a mis en place également une commission interne pour évaluer effectivement de manière à ce que les discours soient le même et que nous comprenions techniquement qu'est-ce qui s'est réellement passé. Parce qu'aujourd'hui, on parle, d'après certaines informations, la parcelle voisine est allée avec une profondeur beaucoup plus accentuée, beaucoup plus importante que la fondation de l'immeuble qui s'est effondré ou qui s'est penché. Donc, c'est une hypothèse, une option, mais à voir les choses, on a l'impression que c'est une colonne de rez-de-chaussée de la partie droite, quand on regarde l'immeuble en face, qui s'est fragilisé, a cédé. Est-ce qu'il a cédé par rapport à sa résistance au poids de l'immeuble? Est-ce qu'il a cédé par rapport justement à cette fouille qui se faisait à côté? Est-ce que cette colonne a cédé parce que son exécution était mal faite ou la conception de l'architecte en fait, c'est l'ensemble de toutes ces questions, son armature et tout ça, ça a été respecté. C'est l'ensemble de toutes ces questions qui font qu'il faut absolument qu'il y ait une enquête assez approfondie avec l'échantillonnage, prendre les éléments sur terrain et vérifier de manière à ce que d'une manière officielle,
qu'on sache dégager les responsabilités, parce que n'oubliez pas que l'architecte, en tant que maître d'œuvre de l'ouvrage, il a une responsabilité décennale sur le projet, c'est-à-dire 10 ans de responsabilité sur le projet, sur l'immeuble, en tant que concepteur, maître d'œuvre. Parce que, comme tel, il devrait se rassurer que la chose soit exécutée conformément à ce qui a été conçu et que les éléments des structures, parce que tous les éléments qui entrent dans les projets ont sa validation en tant que maître d'œuvre. Donc, ce qui fait que l'architecte a une grande responsabilité. Donc, il faudra maintenant, dans tous ces éléments d'enquête, on puisse dégager la responsabilité justement des uns des autres. Est-ce que c'est à son niveau et c'est au niveau d'une autre personne? Est-ce qu'il a joué le rôle de l'architecte comme architecte maître d'œuvre? Est-ce qu'il a joué le rôle de l'entrepreneur, c'est-à-dire un exécutant? S'il a joué le rôle de l'exécutant, il se présenterait comme juge et partie. Est-ce que c'est l'ensemble de tous ces questionnements qu'il faudra savoir? Est-ce que les meubles avaient une autorisation de bâtir? Le ministère de l'Urbanisme dit qu'il n'y avait pas d'autorisation de bâtir. Il y a une question, comment un immeuble peut arriver jusqu'à cette hauteur sans que les inspecteurs de l'urbanisme, moi les connaissant, je doute fort parce que les inspecteurs de l'urbanisme, quand ils voient, à peine déjà ils voient une palissade, donc palissade c'est la clôture éphémère que l'on fait pour commencer c'est pas la voiture, hein, c'est la clôture éphémère qu'on fait quand on commence un projet, on couvre, hein, le chantier. Alors, juste quand ils voient cette palissade-là, aussitôt ils se présentent. Quand ils se présentent, c'est pour demander les documents, l'autorisation des démolitions, l'autorisation de ceci, l'autorisation... Toutes ces autorisations, ils vont demander, y compris l'autorisation de bâtir. Donc, vous ne pouvez pas faire un pas supplémentaire si vous n'avez pas cette autorisation. Donc, je doute fort qu'un immeuble rez-de-chaussée plus 7 sur cet axe-là, où tout le monde pratiquement passe, n'ait pas eu une autorisation de bâtir. Alors, si il n'y a pas eu autorisation de bâtir, c'est que les propriétaires, c'était un homme très fort, très puissant, au point que de résister au paiement des taxes de l'État. Il n'y a qu'une hypothèse, parce que si c'est un citoyen lambda, si c'est un citoyen normal, c'est impossible de réger un immeuble là sans autorisation de bâtir, à moins que le maître d'ouvrage, parce que dans un marché des travaux, il y a 3 personnes. Comme tu as dit, l'émission est pédagogique. Exactement. Il faut que tout le monde comprenne. Dans un marché des travaux, il y a 3 personnes qui entrent en jeu. Il y a le maître d'ouvrage, il y a le maître d'œuvre, il y a l'entrepreneur. Le maître d'ouvrage, c'est la personne qui finance, c'est la personne qui... les promoteurs, c'est la personne qui met le moyen. Il s'est dit, j'ai une vision, je vais construire... j'ai 10 000 francs ou 10 millions de dollars ou 10 millions de francs CFA, je ne sais pas, ou 10 000 francs. Je veux investir. Je construis un immeuble, rez-de-chaussée plus autant de trucs avec autant d'appartements parce que je veux que mon investissement reste pour la génération future. Il fait un appel à un architecte. L'architecte, maintenant, c'est ce qu'on appelle le maître d'œuvre, le propriétaire de l'œuvre, le maître d'œuvre. Il écoute le promoteur, c'est lui qui a les moyens, il écoute, qu'il exprime ses besoins. Quand il exprime ses besoins, maintenant l'architecte va traduire ces besoins-là sous forme d'un projet. Un projet d'un bâtiment qui va se construire dans les temps et selon un délai conformément à l'environnement qui a été mis à sa disposition. Et l'architecte, comme maître d'œuvre, il est au même moment le conseiller de maître de l'ouvrage. Et comme tel, il lui dit, voilà, pour tel projet, tel que tu lui dis, dans cet environnement, ça pourra aller ou ça ne pourra pas aller. Il peut le conseiller. Mais le maître d'ouvrage est maître, il peut décider, accepter ou pas. Mais les éléments purement techniques, l'architecte a la responsabilité de protéger, de veiller et d'être rigoureux sur toute question qui concerne la technique. Initialement, quand l'ouvrage a été conçu avec une fondation rez-de-chaussée plus 4, vous arrivez au rez-de-chaussée plus 4, le maître d'œuvre dit que non, je vois que ça marche, est-ce qu'on peut ajouter un étage? L'architecte doit avoir la personnalité de dire non. Quelle que soit la pression qu'il recevra, s'il y a une forte pression, il doit écrire, il doit documenter, il doit contraindre le maître d'ouvrage à ne pas
continuer. Pourquoi? Parce que toutes ces choses, en dehors de la formation, la responsabilité et que chacun doit arriver à protéger et la population, les personnes qui vont y habiter font partie de la population. Donc, si vous allez au plus, la responsabilité décennale est en train de vous attendre parce que vous serez responsable de cette erreur-là si vous validez. À moins que vous signifiez le maître d'ouvrage et qu'il refuse, il efface de sa manière, à sa manière. Là, ce n'est pas votre responsabilité. Donc, ça, c'est la deuxième personne qui est le maître d'œuvre, l'architecte. C'est lui le concepteur. Il met en marche le projet tel que les clients, le maître d'ouvrage le veut. Maintenant, une fois que le projet est mis en place, la conception est mise en place, techniquement, les plans sont dressés, il dit, bon, c'est un immeuble rez-de-chaussée plus 4 ou plus 10, j'ai besoin d'avoir dans les projets le spécialiste dans certains domaines. Il va consulter, ça c'est le maître d'œuvre, l'architecte. Il consulte un ingénieur civil en construction pour qu'il lui fasse le calcul des structures. Parce que l'architecte qui conçoit fait le prédimensionnement des structures par rapport à la beauté, par rapport à la stabilité. Il fait un prédimensionnement parce que l'œuvre de l'architecte a 3 éléments qu'il suit. Il y a la dimension fonctionnelle qui est aussi sociale, il y a la dimension plastique et il y a la dimension de la stabilité. 3 dimensions qu'il suit dans sa conception. Quand il finit ces éléments, il donne à un ingénieur civil en construction qui le fait le calcul de structure. Pour que cette structure tienne, il faut autant de barres de fer par colonne de telle dimension. La séparation des étriers doivent être comme ça. On lui fait un rapport complet là-dessus qui sont partis des éléments de jeu de son plan. Il donne à un ingénieur électricien, par exemple, un civil à l'électricité, qui lui fait la même chose. Il donne à un ingénieur de la climatisation qui lui fait la même chose. Il donne à un ingénieur qui est en charge des ascenseurs, qui aura des ascenseurs, parce que l'ascenseur, il faut calculer les nombres, la vitesse selon les temps que tu veux donner. Il peut dire que non, j'aimerais que si quelqu'un quitte au rez-de-chaussée, il doit arriver au 7e étage en 30 secondes. Donc les calculs qui vont se faire par rapport à la vitesse, type et tout ça, marque, ça c'est l'ingénieur spécialiste en ascenseur qui va lui produire cela. L'ensemble de tous ces éléments, il invite l'ingénieur topographe qui est avec les experts en géotechniciens qui nous fait les essais du sol pour connaître la profondeur. J'ai construit un immeuble à côté de là où cet immeuble c'était. J'ai construit un immeuble là pour un client. Quand on a fait les études du sol, on s'est rendu compte qu'à partir de moins 4 mètres, parce que jusqu'à 4 mètres, les sols étaient assez résistants. 3,50 mètres, 4 mètres étaient résistants. On pouvait imaginer que non, la fondation tiendra. Mais au-delà de 4 mètres, il y a eu, une pénétration facile. C'est-à-dire, les sols n'étaient pas assez solides. Donc, quand on a fait, et à 5,50 mètres, les sols devenaient encore beaucoup plus durs. Cela veut dire quoi? C'est là, quand on a fait notre analyse, nous sommes allés à moins 4 mètres, et à moins 4 mètres, on a enlevé le 1,50 m de la saleté. Nous avons amélioré les sols sur toute cette pour poser notre fondation qui devait être à moins 3,50 m ou 4 mètres, quelque chose comme ça. Donc, ce sont des éléments qu'il faut avoir avant d'exécuter le projet. Les études du sol, tout ça. Maintenant, quand toutes ces études sont réunies, maintenant, c'est à ce moment-là qu'on peut dire qu'on va commencer. Les études sont complètes, le coût est connu, tous les délais, tout ça est connu. Mais avant de commencer, maintenant, il y a 2 choses. On va demander l'autorisation de bâtir. Maintenant, le ministère de l'Urbanisme, avec sa commission, est censé veiller à tous les éléments qui sont là. Assainissement de l'environnement, où seront mis les fosses septiques, où seront placés l'environnement et les voisins sont comment, tout ça, la fondation, tout, si ça respecte les normes minimales, les zones de recul, tout ça par rapport à l'urbanisme. C'est à ces moments-là que, au niveau de l'autorisation de bâtir, on va dire, OK, les projets, vous payez le frais, les projets peuvent être exécutés. Maintenant, l'architecte est censé être assuré lui-même en tant qu'architecte
Comme aussi, on peut, avec le maître d'ouvrage, faire assurer le projet. Vous comprenez? Oui. Alors, ces projets-là, par exemple, s'il était assuré, donc ce qui fait que tout ce qui se passe là, c'est l'assureur qui va s'en charger. Ça ne sera même pas, il n'y aura même pas un problème parce que l'assureur va s'en charger. Mais s'il n'était pas assuré, ça c'est notre problème et notre débat. Mais du moins, la question de l'assurance ici, c'est une question aussi importante. Maintenant, une fois toutes ces choses mises en place, l'architecte prépare encore une fois les bordereaux quantitatifs, tout. Et pour sélectionner l'exécutant. Là, je te donne la mission classique, comment ça fonctionne. Mais ici, on mélange un peu, mais la mission classique, ça fonctionne comme ça. On donne maintenant, on cherche un exécutant. L'exécutant, c'est la personne qui va matérialiser les projets qu'on appelle généralement entrepreneur. Une entreprise de construction. On peut lancer une consultation restreinte, 3 entreprises. On voit le meilleur prix, on sélectionne une entreprise. Cette entreprise-là, maintenant, va exécuter les projets conformément à la conception de l'architecte, en ayant tous les plans détaillés mis à sa disposition, parce que l'entrepreneur a la technicité d'exécution. Il a le personnel formé qui sera à mesure d'exécuter les éléments conçus par l'architecte. L'architecte peut concevoir une chambre au 7e étage ressortie en porte-à-faux, 7 ou 8 mètres de porte-à-faux, mais ça doit être exécuté. L'entrepreneur a les engins, a toutes ces choses pour exécuter le rêve de l'architecte. Vous comprenez? Alors, maintenant, à quel niveau est censé... Qui est responsable? La responsable, c'est à quel niveau? Justement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui entrent dans... Non, il n'y a que 3 personnes qui entrent en jeu. 3 personnes seulement. Le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre et l'entrepreneur. Oui. Mais au sein de maître d'œuvre, il y a beaucoup d'intervenants qui préparent la marmite pour que la responsabilité de maître d'œuvre, qui est l'architecte, qui est porteur du projet, justement, on l'appelle chef d'orchestre, il est porteur du projet. Parce que c'est lui qui traduit la pensée du maître d'ouvrage dans les sens de bâtiment. Qui traduit la pensée de... À un certain moment, un ingénieur peut se retrouver également comme maître d'œuvre. Quand il s'agit des ouvrages, par exemple, les ouvrages d'art, le pont, tout ça, dont le paramètre spécifique des conceptions, ce sont des calculs de structure. Ça peut arriver. Mais concernant les ouvrages du genre bâtiment, tout ça, c'est l'architecte d'une manière générale. Alors, par rapport aux 3, la responsabilité est à quel niveau? Voilà la question. Alors, si, dès le départ, cette répartition n'est pas faite d'une manière claire, les analyses seront biaisées. Alors, généralement à Kinshasa, dans la pratique, qu'est-ce qui se passe? On a un architecte, il fait la conception, et on demande à l'architecte d'exécuter. Généralement, c'est ça. Mais si l'architecte n'a pas une personnalité, n'est pas suffisamment rigoureux pour faire respecter ses propres études parce qu'il est déjà jugé parti, ce qui se passe, il faut dire, bon, écoute, je suis par exemple en perte, je ne saurais pas approvisionner telle chose, au lieu de 4 ou au lieu de 8, j'en mets 6 ou j'en mets 4. Parce que personne ne les contrôle à ce niveau-là. Vous comprenez? Et généralement, c'est à ce niveau que se pose 2 fois le problème. Mais l'autorisation de bâtir, avant de le donner, est-ce que le gouvernement ou les services habilités ne va pas contrôler si tous ces préalables ne sont pas... Non, en principe, oui. C'est un dossier complet que le ministère ou le service compétent, actuellement sur le guichet unique, je crois qui demande le dossier complet. Il y a les éléments qu'il demande. Maintenant... l'architecte, pour les comptes du maître d'œuvre, formule la demande. Et même dans la lettre de la demande, il y a un endroit où on demande la signature de l'auteur, qui est l'architecte. Maintenant, au niveau de l'urbanisme ou du guichet unique, la première chose, ils vont vouloir se rassurer si cet architecte est inscrit au tableau. Quel tableau? De l'ordre? Tableau de l'ordre national des architectes. Parce que la loi nous dit est architecte en République démocratique du Congo. Une personne qui remplit 2 conditions. Première condition, il doit être détenteur d'un diplôme d'architecte, reconnu par la République démocratique du Congo. Là, c'est 3 ans ou 5 ans?
Non, c'est bac plus 5, 6, parce qu'il y a la préparatoire, et 5 ans. Donc, quand tu fais l'architecture ici en RDC, tu t'arrêtes en 3e année architecture, ou 4e, parce que nous sommes, après la préparatoire, c'est la 1re, 2e, jusqu'à 5e. En fait, tu n'es rien. Parce que l'architecte est porteur du titre d'architecte. Tu es porteur du titre. C'est comme le médecin. C'est-à-dire, si tu t'arrêtes en 3e, tu n'es rien, en fait. Tu auras la connaissance sur certains éléments de médecine, mais tu n'es rien. On ne t'appellera pas médecin ou quoi, parce que tu n'as pas fini ton cycle. Donc, pour être appelé architecte, tu dois finir le cycle complet de préparatoire plus 5. Ça fait 6 ans. Et une fois que tu finis ces 6 ans-là, on te décerne par le ministère le titre. Maintenant, pour exercer comme architecte, tu dois être inscrit au tableau. Et pour être inscrit au tableau, tu dois passer 2 ans de stage probatoire. C'est quand même de trop. Mais il n'y a pas de trop. Mais pour devenir avocat... Ça fait 8 ans déjà. Non, 2 ans de stage probatoire, tu exerces déjà dans un cabinet, mais tu ne portes pas le cabinet. Ah, d'accord. Tu ne portes pas les cabinets parce que tu dois apprendre les ABCD de la profession. Tu dois apprendre la déontologie. Oui, tu as appris à l'université. Aujourd'hui, si tu veux devenir un avocat, tu es juriste, non? Tu as ta licence en droit. Oui. Maintenant, pour aller au barreau, tu t'inscris d'abord. Tu as 2 ans de stage dans un cabinet d'avocat. Ce n'est qu'après... il y aura encore un test. Si tu réussis à tes tests-là, tu prêtes serment maintenant pour devenir avocat. C'est la même chose. Parce que tu dois comprendre le ABCD de la profession qui s'appuie sur la formation que tu as eue à l'université. Sans cette formation, tu ne comprendras pas les ABCD. Il y a des choses que tu ne comprendras que pendant ce stage probatoire. Vous comprenez? C'est très rigoureux, hein? Oui, mais écoute, c'est la vie des gens. C'est la vie des gens. Tu construis un immeuble qui s'écroule. Un immeuble rez-de-chaussée plus 4 ou plus 10, dans lequel chaque palier avait 4 appartements. Ça fait 10 fois 4, ça fait 40 appartements. Si on prend la taille moyenne d'une famille, selon le terme de la RDC, autour de 6 ou 7 personnes, donc 40 fois 6, dans cet immeuble-là, aux heures de pointe, nous avons plus ou moins 240 personnes. Et si, sans compter les visiteurs, tout le monde qui est les travailleurs, et si cet immeuble-là s'écroule, mais c'est la vie de 245 personnes qui est mise, 240 personnes qui est mise en jeu. Vous comprenez? Donc, il faut être rigoureux, parce qu'il s'agit d'une formation de précision et non approximative. Mais seulement la dimension sociale est importante, parce que l'architecte entre dans la pensée de maître d'ouvrage, parce que c'est ça la dimension artistique, justement. Le maître d'ouvrage lui exprime ce qu'il veut. Lui doit tirer sa véritable pensée et rendre cela fonctionnel. Mais est-ce que l'ingénieur, ou plutôt l'architecte qui avait la responsabilité de cet immeuble-là, est-ce qu'il est identifié déjà? Oui, probablement. Au niveau du conseil, nous avons quelques noms, mais on ne sait pas certifier comme ça, dire les noms. Même si j'avais les noms, la totalité, parce que j'ai quelques noms avancés, je ne peux pas, même pour des raisons sécuritaires ou quoi, on ne peut pas dire comme ça. Mais du moins, voilà pourquoi on a mis en place une commission interne pour dégager les responsabilités. Parce que la responsabilité peut aller jusqu'à la radiation, à la radiation, tout ça. Donc, vous comprenez, il ne faut pas poser des actes sans pour autant avoir un support, des informations claires qui définissent. Et s'il a toutes les raisons tort, il a toute la raison, toute la ligne, il a raison, il n'a pas tort. L'ordre a la responsabilité de le protéger. L'ordre doit le protéger parce que sur toute la ligne, il démontre que non, il n'est pas fautif. Il a posé tel acte. Supposons que dans les résultats, on dit que la parcelle voisine, la personne qui construisait à côté, a fragilisé sa fondation.
et qu'il démontre noir sur blanc il y avait des écrits, il y avait une correspondance qui était adressée, il y avait une mise en garde, il y avait, l'avocat avait saisi tel, il démontre noir sur blanc, mais l'autre partie n'avait pas fait les choses conformément à ce qu'il avait demandé, et qu'il avait demandé aux autres de renforcer, de prendre des dispositions pour éviter les éboulements. Il démontre. Et il démontre qu'il a l'autorisation de bâtir. Il démontre qu'il y a tous ces éléments-là. Il a le permis de construire, si vous le voulez bien. Oui. Il démontre qu'il a tous ces éléments-là. Mais écoutez, et là, ça posera un problème. Et s'il y a l'hypothèse selon laquelle il fallait... c'est une colonne qui s'est fragilisée. Et il démontre que le calcul des structures était correctement fait par un bureau d'études ou un ingénieur qui est inscrit au tableau de l'ordre des ingénieurs civils. Et que ces rapports-là, le rapport que l'ingénieur civil, les études que l'ingénieur civil avait faites, sont conformes à l'exécution. Ce ne sera pas la responsabilité de l'architecte. Là, maintenant, on va se tourner, regarder du côté de la personne qui avait fait les calculs des structures. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas le moment au stade actuel de dire que c'est tel, parce qu'il faut des enquêtes appropriées. Après les enquêtes, vous allez certainement découvrir les responsables, les auteurs, et les sanctions vont s'en suivre. Les sanctions, elles vont être simplement faites, elles peuvent être faites au niveau de l'ordre, ou elles peuvent même aller au niveau de la justice. Non, mais nous ne sommes pas la justice. Au niveau de l'ordre, ce sont des sanctions internes purement professionnelles, parce que c'est comme aujourd'hui un médecin qui a commis une erreur, où il a fait volontairement de donner un médicament qui a été empêché, tout le monde sait qu'il ne faut pas donner, il a fait, on peut lui retirer le numéro d'ordre chez le médecin. Donc, maintenant, pour la suite, si c'est une question pénale ou civile, ça c'est la justice qui fera son travail. Si la justice a besoin d'éléments, la justice va écrire à la corporation. La corporation va répondre, donner les éléments qui sont, selon la déontologie, les règles de fonctionnement interne, ce qu'il peut donner. La corporation mettra à la disposition les informations qu'il aura. Mais le reste... Nous, ce sont des sanctions purement internes. Mais la justice devra faire son travail conformément à si c'est une question pénale, heureusement, il n'y a pas immordum, tout ça. Si c'est une question pénale ou autre, la justice fera son travail. Nous, cette dimension-là ne nous concerne pas. Mais du moins, on veut comprendre avec exactitude ce qui s'est passé, parce que là, nous protégeons la dimension technique et scientifique. Il faudra que nous ayons des informations claires et précises sur cette question. Monsieur Fino Boni, vous êtes président de l'Ordre des architectes du Congo. Il y a beaucoup d'immeubles qui sont en train de pousser à Kinshasa. Beaucoup qui ont poussé et qui continuent de pousser. Beaucoup de chantiers. Est-ce que tous ces immeubles, selon en quoi respectent toutes les normes? Et c'est ici justement le problème. Voilà pourquoi on dit que la responsabilité aussi incombe à l'État. Parce que l'encadrement de tout ça, c'est l'État, en fait. C'est vrai, on peut dire l'État, c'est toi, c'est moi. C'est vous qui concevez. Oui, mais l'encadrement... Tu sais, quand on a une autorisation de bâtir, permis de construire, dans d'autres cieux, qu'est-ce qui se passe? Il y a les contrôles par étapes. Tu ne peux pas aller à une autre étape s'il n'y a pas un contrôle, une vérification de l'autorité municipale ou bien provinciale. C'est-à-dire... Quand on sait que tu finis une fouille, devra être, c'est-à-dire la fouille, c'est-à-dire le trou de la fondation, devrait par exemple être de 4 mètres de profondeur. Certains entrepreneurs, parce qu'un entrepreneur c'est un commerçant par définition, certains entrepreneurs, au lieu de faire 4 mètres, pour qu'il gagne, il va faire 3 mètres. Vous comprenez? Il fait 3 mètres. Mais les 3 mètres-là, il va rapidement faire, il construit, personne ne verra. Mais les conséquences peuvent être ultérieures. Alors, maintenant, si l'organisation est parfaite et bonne, qu'est-ce qu'on fait? À chaque étape, il y a une certification. C'est-à-dire la fouille,
les services municipaux ou je sais pas quoi viennent, on certifie, ouais, c'est 4 mètres, il y a un procès verbal qui est dressé, on fait la fondation. Quand on doit faire les histoires d'assainissement, évacuation, tout ça, les égouts, tout, on certifie avant d'enterrer. On fait un procès verbal. À chaque étape. Avant de couler un plancher, tout ça, on vérifie les armatures, on fait une certification. L'État peut le faire lui-même par ses services, comme il peut les sous-traiter. Ça dépend. Mais du moins, les différentes étapes, et à la fin, pour faire la certification globale de l'immeuble, tu devras avoir en annexe les différentes certifications de ces différentes étapes. Vous comprenez? C'est très rigoureux. En principe, ça devait fonctionner comme ça. Mais aujourd'hui, dans notre pays, l'autorisation de bâtir n'est qu'un papier pour éviter de tracasseries. Mais c'est très grave, ça. Extrêmement grave. N'est qu'un papier pour éviter de tracasseries. C'est-à-dire, je paie l'autorisation de bâtir, mais personne ne viendra contrôler la technicité si ce n'est que la bonne conscience, la responsabilité qu'a l'architecte ou le contrôleur ou, je sais pas, le conducteur de travaux sur ces chantiers. Mais c'est de votre faute parce que vous devriez accompagner l'État. Oui, mais écoute, nous devons accompagner l'État. Mais de quelle manière? Si aujourd'hui, l'État qui devrait nous donner cette force-là signe des contrats avec de tierces à travers le monde, toutes ces personnes-là viennent exécuter leurs projets ici. La loi nous dit ne peut exercer en RDC que quelqu'un qui est inscrit au tableau. Qui sont ces architectes qui conçoivent tous ces projets-là? Vous le connaissez même pas. Qui pas. sont les signateurs? Vous ne le connaissez pas. On ne le connaît pas. Est-ce qu'ils s'ils se sont fait associer avec les architectes congolais qui sont porteurs du projet, tant mieux. Mais si les architectes congolais ne sont pas associés, donc ce qui fait que ce sont des projets qui sont construits chez nous, dont les transferts des données, la loi a exigé pour que nous soyons en mesure d'avoir les transferts d'informations, des connaissances, des compétences, de toute cette technologie qui vient de l'extérieur, on puisse les transférer aux nationaux. C'est une obligation. Et des deux, pour nous rassurer que les projets sont conformes aux normes climatiques, écologiques, fonctionnelles de l'environnement congolais. C'est toutes ces choses. Quand tu fais un immeuble, pourquoi CCIZ a eu un problème à un moment? Un projet qui est venu de la France, on vient construire, aucune ouverture. Le jour où il y a eu panne d'ascenseur, CCIZ, tout le monde a fui l'immeuble. Parce que la climatisation qui a été mise en place à l'époque, CCZ qui est Hôtel du Fleuve aujourd'hui, qui a été complètement modifiée parce que pour rendre cet immeuble tropical. Vous comprenez? Donc, ce qui fait que le jour où il y a eu panne de climatisation, personne ne pouvait être dans cet immeuble parce qu'il était hermétiquement fermé, conformément aux normes françaises ou quoi, qui n'avaient rien à voir avec les normes congolaises. Ça veut dire que les normes qui sont appliquées par les architectes français ne peuvent pas être exactement les mêmes qui sont appliquées au RDC ou même au Congo-Brazzaville. Non, c'est-à-dire les normes sont les mêmes d'une manière générale. Les références peut-être peuvent se différencier. Les normes, quand on dit qu'on doit mettre une porte, faire une porte en bois, la porte d'une manière générale, n'importe quel architecte, il sait que 2 mètres 10, 90 fois 2 mètres 10, donc sanitaire, on peut aller à tel, tout ça. On connaît les dimensions, sont les normes d'une manière générale. Mais ces normes-là s'appliquent dans un environnement climatique. Donc, moi, si je suis un architecte congolais, je dois faire mon projet en France, je dois le faire conformément à l'environnement français. Vous comprenez? Et je ne saurais même pas signer en France, parce que je ne suis pas inscrit au tableau de la France. Vous comprenez? Pour que je sois inscrit au tableau de la France, la RDC et la France devra signer un contrat de réciprocité. C'est-à-dire? C'est-à-dire, le français exerce ici et nous, on peut exercer là-bas. Tant qu'il n'y a pas ces contrats de réciprocité, aucun architecte ne peut exercer en RDC sans pour autant, à une seule condition, qu'il s'associe avec un architecte congolais, mais c'est l'architecte congolais qui va signer les projets, non l'architecte étranger. Il sera là et qu'il remplisse également le nombre au niveau de direction de migration par rapport à son séjour, tout ça, tout ça. Alors, donc, au Congo, ces normes-là ne sont pas appliquées. C'est-à-dire que les autorités ne vous font pas totalement confiance. Ce sont que, vous savez... Mais pourquoi on ne vous fait pas confiance? Vous avez étudié, vous savez,
À un certain moment, Tous ces bâtisses le qu'on président, voit. vous avez l'ensemble de projets de Mobutu, c'était exécuté par les architectes sénégalais. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que le président sénégalais s'est promené toujours avec, si pas le président des architectes du Sénégal, mais du moins quelques architectes dans sa suite. Et il les vendait ailleurs. Toujours, je dis bien toujours. Pourquoi? Parce que l'architecte, c'est la clé du développement. C'est la clé. Tu ne peux pas parler logement aujourd'hui. Dans tout ce que nous faisons, c'est l'abri, c'est l'architecte. Les projets de logement aujourd'hui dans ce pays, les millions que nous dépensons ici aujourd'hui dans ce pays. Vous savez, si vous prenez l'option de construire 1000 villas, habitations sociales du genre Onel, du genre, pas Onel, du genre Kauka ou bien Yolo, à des prix économiques, 1000 en 5 ans, ça fait 5000. Hein. Si vous en avez 5000 logements de l'État ici dans la ville de Kinshasa, le bailleur ne feront pas souffrir la population comme ils le font aujourd'hui, parce que l'État sera à mesure de gérer. Et tout ça, c'est le travail que le ministère de l'Urbanisme est censé planifier. Mais pourquoi on ne vous fait pas confiance? Mais c'est vrai que chez vous, peut-être qu'il y a un désordre. Vous n'êtes pas non, il n'y a aucun désordre. Organisé. Non, il n'y a pas de désordre. L'État, même s'il y a un désordre, l'État a l'obligation de mettre de l'ordre. Tu ne verras pas au ministère de la Justice, on met un architecte. Impossible. Ça sera un juriste. Si ce n'est pas un avocat, ça sera un magistrat. Tu ne verras pas au ministère de la Santé. On prenne un juriste, on les mette. Impossible. On ne les mettra pas. Personne. Le ministère de la Santé a toujours un médecin. Toujours. Mais pourquoi le ministère qui concerne les infrastructures, urbanisme et habitat, avant c'était ministère d'aménagement, d'aménagement du territoire, non, ministère des travaux publics, aménagement du territoire et urbanisme et habitat. Avant c'était un seul ministère. C'est maintenant qu'on a saucissonné, c'est devenu 3 ministères. Pourquoi on doit donner cela à des personnes qui ne sont pas professionnelles du domaine? C'est quoi le risque? Mais le risque, parce qu'ils ne comprennent pas les ABC du secteur. Ils ne comprennent pas. Parce qu'aujourd'hui, moi, si on me met ministre de la Justice, mais chaque dossier, je demanderai qu'on puisse m'expliquer. Mais si moi-même, je suis déjà un juriste, je comprendrai. Quand on parle de subordination ou des témoins, je ne comprendrai rien. Mais on a eu, bon, évidemment, en tant que politique, dans la dimension politique, on a demandé à nos avocats, ils nous ont expliqué. Ce sont des termes qu'on a appris. La Constitution, on lit, mais on n'a pas la même interprétation. Vous avez vu le débat des juristes, le chef de l'État reste en place jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Comment est-ce que ces gens se sont débattus? Parce que c'est un secteur spécifique de ces gens-là. Donc, pour dire que le secteur qui est nôtre, que ça ne soit pas la conséquence de partage de pouvoir. Mais si vous dites ça, c'est-à-dire que dans tous les ministères, on va demander des professionnels du secteur. En dehors des professionnels, il y a la dimension... Non, il y a les professionnels. Évidemment, ça devrait être comme ça. Il n'y a pas de petits ministères. Il y a pas... Mais quand vous venez au ministère, ministère, par exemple, de recherche scientifique, mais prenez un scientifique. Comment vous voulez aller voir un avocat politicien qui n'a rien à voir, qui n'a jamais fait de recherches, aucune publication, qui ne connaît rien de la procédure de faire des inventions et tout ça? Vous le mettez là-bas. Vous voulez qu'il fasse quoi? Il faut mettre quelqu'un qui a la passion de la recherche. Mais c'est déjà un problème parce que notre gouvernement, déjà qui viendra là, sera à l'image du Parlement. Le casting, le choix, la sélection. Le choix, la sélection des personnes. Aujourd'hui, tout le monde qui se présente, eh ben, ils s'en foutent, il vient carrément. Regarde, bon, j'ai dit que je ne parlerai pas politique, mais je donne un simple exemple. Tout le monde aujourd'hui, les gens ont commencé, ministre en fonction, il postule qu'il soit député. Quand il est député, il se met lui-même comme principal, il met son suppléant, premier et deuxième suppléant.
Il est élu comme député national, député provincial. Il va chercher à être élu comme un sénateur. Entre-temps, il est toujours ministre. Alors, mais il met ses suppléants partout là. Lui ne sera pas partout. Les gens ont élu parce qu'ils l'ont vu. Mais les gens n'ont pas regardé ses suppléants. Qui connaît ses suppléants? Qui connaît la compétence de ses suppléants? Et la conséquence, vous allez vous retrouver dans une lignée. Évidemment, c'est la politique, c'est vrai. Mais il y a des choses qui sont extrêmement sales à voir. Vous allez vous retrouver des suppléants qui vont devenir des titulaires. Je ne les minimise pas. Mais dont la passion de l'exécution peut-être ne sera pas la même avec les titulaires. Et on s'est retrouvé avec une nation, un pays avec toute la boue possible. Et c'est ça justement le problème. Il faudra que l'on puisse se réveiller. Les changements commencent par ce réveil-là. Voilà pourquoi nous parlons du réveil d'une génération. Une génération qui prend conscience de son identité et qui se dit non, ça ne doit pas être comme ça. Le Congo doit aller de l'avant. Toutes ces choses des ABCD là, on peut les changer. Il y a des choses qui ne demandent même pas d'investissement de beaucoup d'argent, de moyens. C'est seulement les idées et vous les appliquez. Seulement les idées et l'organisation. Comment pouvez-vous vous-même comprendre un ministère? Vous arrivez au ministère, rien qu'au couloir, ça sent le sanitaire. Comment vous pouvez trouver ça normal? Et c'est normal. C'est un problème d'homme. C'est un problème de mentalité. C'est un problème d'organisation. Est-ce que ça demande, je ne sais pas, comment on peut vivre comme ça? Il faut qu'il y ait cet orgueil-là, ces sursauts d'orgueil pour qu'on dise que nous sommes quand même une grande nation. Nous devons arrêter tous les jours de commencer à pleurer, à vanter. Bon, je n'entre pas dans la politique, je voulais encore... on doit quand même se dire qu'on est les grands Congo. Mais aujourd'hui, on est où? On est quand même les grands Congo. C'est Congo qui faisait peur. Et qui doit faire peur. On est quand même ces Congo. Maintenant, les bâtiments qui s'écoulent parce que quelque part, il y a un problème d'organisation. Mais c'est possible de changer. Et c'est possible de répartir sur des bases nouvelles. Et c'est possible de bâtir une nation forte et puissante avec les différents ordres professionnels forts. L'ordre de médecins, l'ordre des avocats, l'ordre des architectes, l'ordre des pharmaciens. Il y a aussi l'ordre des infirmiers qui est là. Il y a les différents ordres professionnels qui sont en réalité les entités... C'est sur ces ordres-là qui devaient proposer les ministres. Non, pas nécessairement, mais du moins l'État devait s'appuyer parce que la loi dit, par exemple, tous les autres professionnels sont les conseillers du gouvernement. Les gouvernements devraient, en principe, ce n'est pas une obligation, mais les gouvernements devaient s'appuyer sur eux. Ce sont les institutions d'utilité publique. Mais on ne les consulte pas. Nous avons écrit, nous avons signifié pour le ministère, le palais de la justice. On a fait une lettre pour signifier que le palais de la justice, c'est un patrimoine national. Ça ne peut pas subir des modifications d'une certaine manière. Nous avons écrit, nous avons reçu la réponse. Il était question qu'on soit dans une commission pour discuter comment ça de faire. Mais on est en train de modifier, ne respectant aucune norme justement de la gestion des patrimoines. Le palais de la justice. Le palais de la justice qui est là. On est en train de remodifier le palais de la justice. Oui, oui. Donc ce palais-là va effacer l'histoire qu'on aura après. J'ai été architecte concepteur d'un projet, excusez-moi, je m'appelle, vous voyez l'église protestante CBFC Gombe sur Lukusa, construite en 1915. Je vois. Cette église est citée parmi les patrimoines culturels de notre pays enregistrés à l'UNESCO. Je devais travailler avec la communauté baptiste du fleuve Congo pour agrandir l'église. L'église avait une capacité de moins de 200 personnes. Il fallait ramener autour de 400-500 personnes. Mais il y avait une technologie, une façon de faire. Si vous passez devant cette église-là, vous ne saurez même pas que cette église a été modifiée. Waouh!
Mais je fais ce travail. Cette église a été agrandie. Cette église-là a été agrandie. Je ne parle pas des constructions actuelles qui sont tout autour. Non, je ne parle pas de ça. Je parle du temple. Et j'ai même protégé les éléments belges qui ont été écrits à l'époque, britannique, pardon, construits en 1915. Ça a été repris et remis. Vous comprenez? Donc, quand quelqu'un passe, il ne saura même pas qu'il y a eu travail sur cette... Mais, ça subit des modifications. Parce que la transformation a des normes. Parce que c'est identifié comme patrimoine. Comment nous sommes dans un... Comment est-ce que nous allons avoir les touristes si nous effaçons notre histoire? Ils viendront voir quoi? Les touristes qui viennent de tous ces pays-là, ils ne vont pas voir les choses des Européens ici. Ils doivent voir... C'est à cet endroit, comme Palais de la Nation, le premier discours de Lumumba, il avait fait dans cette salle. Quand vous réhabilitez la salle du Palais de la Nation, qui était ce jour-là où le Patrice Emery Lumumba avait fait son discours, vous ne devez pas modifier de n'importe quelle manière. Parce que dans l'histoire, on connaît Lumumba. Quelqu'un viendra de l'étranger, il viendra à Kinshasa pour voir où est-ce que Lumumba avait fait cette déclaration-là devant le Belge. Alors, si vous vous modifiez, sans respecter les normes, vous détruisez l'histoire. Et c'est ça le problème que nous avons et qui est un peu révoltant, mais rien à faire. Nous avons la foi que les choses devront aller dans les sens du changement. Merci beaucoup. Monsieur Fiou Nonoboni, président de l'Ordre des architectes du Congo. Un petit mot, simplement. Je demande à la régie, un petit mot. Le mot, c'est un message d'espoir. Face à une situation d'incertitude, il ne faut jamais baisser la tête. Il faut garder l'espoir et la tête haute. Le message que je donne, c'est un message d'espoir. L'espoir qui est lié à notre foi, à notre engagement, à la grandeur de la nation que Dieu nous a donnée au cœur de l'Afrique. Et nous devons garder cette fierté en tant que nation, en tant que peuple. Et quelle que soit cette médiocrité qui veut nous ramener vers le bas, disons non et évitons, refusons de descendre bas dans la médiocrité et gardons notre identité de la grandeur, sachant qu'un jour, cette nouvelle génération, le réveil de cette génération amènera notre nation vers sa destinée meilleure, qui sera le retour de notre identité, de notre grandeur. Que Dieu bénisse notre nation. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Fiou Nonoboni. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné. Martin Bombo, Christian Bouka. Portez-vous bien. On espère que ce message est tombé dans des bonnes oreilles. Au revoir.